Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Donc nous sommes également en live sur YouTube en simultané. Donc je vous remercie à tous d'être présents. Euh, donc sur les règles un peu du comment ça fonctionne un webinaire sur Zoom de manière assez logistique. Donc vous avez normalement vos micros et vos caméras coupés automatiquement. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez les faire durant toute la durée de la conférence sur le chat. Et vous avez également un onglet Q&R qui est donc un onglet questions-réponses qui peut être utilisé à la fin de la conférence pour les questions qu'il y aura. Donc, je me présente, je suis Lisa Gauthier, consultante en gestion de crise et communication de crise. Normalement, c'était Emmanuelle Hervé, la fondatrice du cabinet Emmanuelle Hervé Associés, qui était censée commencer cette conférence, mais bloquée dans une autre réunion. Elle nous rejoindra au milieu de cette conférence pour partager également son expertise sur le sujet. Donc, nous sommes aujourd'hui avec Raphaël De Vitoris, qui auteur de nombreux ouvrages. Donc, aujourd'hui, je pense que vous l'avez certainement vu et peut-être vécu. Nous faisons face à un monde de plus en plus incertain, dans un nouveau contexte de plus en plus volatile. Alors déjà, je pense que la crise de la Covid-19 a été aussi un point de rupture qui a fait, je pense, prendre conscience à bien des entreprises de l'intérêt d'avoir une culture de crise, une culture de gestion de crise. Le conflit qui s'est ouvert en Ukraine récemment, qui a également mis en lumière toutes les interdépendances dans un monde hyper connecté. Et je nommerai également aussi dans ce monde de plus en plus incertain toutes les catastrophes naturelles qui pourraient survenir, notamment face au changement, au réchauffement climatique. Et alors, à ce moment-là, comment les entreprises peuvent-elles faire face à ces systèmes de plus en plus complexes et chaotiques pour essayer d'être de plus en plus résilientes? Donc, nous, c'est quelque chose qu'on traite tous les jours parce que nous sommes un cabinet de gestion de crise et de communication de crise. Donc, on est amené à travailler sur des crises déclarées. Et c'est vrai que depuis quelques années, la tendance, il y a de plus en plus d'entreprises de taille plus intermédiaire ou de plus petite taille qui se retrouvent confrontées à des crises importantes et qui ne sont pas forcément structurées comme les grandes entreprises. Donc, c'est quelque chose qui touche de plus en plus d'entreprises, de plus en plus d'entités. Et on travaille également aussi sur la formation et les exercices de crise et l'écriture de plans de gestion de crise pour les entreprises. Alors, la question aujourd'hui, et ce qui nous amène à cette conférence, ce webinaire, c'est en fait comment rendre une organisation, une entreprise résiliente, mais encore plus que ça, antifragile. Donc, c'est pour ça que nous sommes avec Raphaël De Vitoris, qui est donc Crisis Manager et auteur des ouvrages donc Surmonter les crises, idées reçues et pistes pour les entreprises, donc, qui est paru en 2021. Et le dernier, donc Par-delà la résilience, l'antifragilité, l'entreprise au XXIe siècle, qui a été donc coécrit avec également Loïc Monguillon, qui explique cette notion-là. Alors, Raphaël, moi, la première question que je vous pose, c'est comment les entreprises peuvent-elles faire face à ces mondes de plus en plus complexes et de plus en plus incertains? C'est une belle entrée en matière. Déjà, merci de m'avoir invité et de me donner le, le forum pour partager les notions qu'il y a dans cet ouvrage. Comment une entreprise peut-elle faire? Je crois qu'on a 1 heure et demie pour essayer de détailler ça, parce que j'aurais des difficultés à traduire ça en une seule phrase. Le son est bon, vous m'entendez bien? Vous me le Oui. confirmez? Alors, déjà, le premier point, c'est que comment une entreprise peut-elle faire? Peut-être remettre la pérennité au centre de la stratégie. Ne pas peut-être penser à la rentabilité,
à de nouveaux marchés ou ou uniquement seulement des leviers de gestion de manière à pouvoir fournir à ses actionnaires ce qui est dû. Et je ne dis pas qu'il ne faille pas le faire, parce que ça fait partie du business, mais peut-être centrer toute la stratégie, que l'alpha et l'oméga de la stratégie soit la pérennité. Et ça, en fait, on a essayé de le traduire dans un ouvrage en disant, OK, une fois ceci dit, comment on applique ça? Donc, je vous ai préparé quelques éléments de support pour vous partager. Donc, si vous m'autorisez, je vais partager mon écran. Et hop, je vous laisse me confirmer que vous voyez un écran bleu avec 2 photos. Très bien. Parfait. Donc, Ouais. voilà. Donc, Emmanuel Hervé qui nous rejoindra tout à l'heure, comme vous l'avez dit, et qui pourra arrêter, comme vous, Lisa, à n'importe quel moment pour challenger ce qui est dit, ou pour vous faire l'écho peut-être des éléments qui sont partagés dans le chat. Donc, l'idée pour moi, c'est de partager certains éléments et de tout centrer sur des stratégies, puis après commencer à mettre de la nuance. Mais d'abord, avant de mettre toute cette nuance, essayez de distinguer différentes stratégies. Comme vous le voyez sur ce slide, vous voyez un dinosaure poursuivre un petit mammifère. Et d'une certaine manière, ces 2 animaux symbolisent différentes stratégies et aussi cristallisent différentes options ou modalités de pérennité. Donc là, on parle de 2 typologies d'animaux ultra pérennes. Ce sont des case studies de pérennité. Les dinosaures, moins 252 millions d'années, à théoriquement moins 65 millions d'années, avec l'histoire de la météorite bien connue. Donc ça fait grosso modo 190 millions d'années de pérennité. 190 millions d'années. En face de ça, sur la photo, un petit mammifère qui fuit. Donc autant je peux le dinosaure qu'on voit sur la photo, on peut le situer, hein, c'est ce qui s'appelle un Deinonychus. C'était à peu près il y a 110-115 millions d'années. C'était au Trias, au début du Trias, au début du Crétacé, excusez-moi. Après le mammifère, donc j'aurais toutes les peines du monde à pouvoir le définir. Il n'empêche que si on prend les mammifères, c'est une classe d'animaux qui a 220 millions d'années d'existence. Donc, on est sur 190 millions d'années de pérennité pour les dinosaures, 220 millions d'années pour les mammifères. Donc, on est avec des poids lourds de la pérennité. Peut-être que Dame Nature, elle a des tas de choses à nous apprendre sur comment on tient. Et c'est pour ça que ça nous amène à l'humilité quand on revient à notre condition d'homme. Les premiers ancêtres des hommes, c'est 7 millions d'années. La bipédie, c'est 3,5 millions d'années. Le premier homme, les premiers Homo sapiens retrouvés en Éthiopie, c'est moins 200 000 ans. Donc, on n'est pas du tout, on est sur, d'un point de vue pérennité, si on se compare à ces règnes-là, peut-être qu'on a plein de choses à apprendre. Et donc, c'est pour ça qu'on a écrit un ouvrage qu'on voit un peu comme une épopée. Je vais en revenir un petit peu plus tard. Alors, je ne dis pas avec un terme pompeux l'épopée, je dis plutôt avec un terme un petit peu moqueur, mais de manière à mettre quand même toute l'aventure qui consiste à perdurer année après année pour une organisation, et c'est une épopée. Et comme vous l'avez si bien rappelé, l'actualité nous montre que les bouleversements sont nombreux. Mais avant de commencer, il fallait que je rende quelques hommages. Le premier, c'est à mon co-auteur, Loïc Monguillon, qui s'occupe de gestion de crise et de risque chez Air France, et qui est un des plus brillants gestionnaires de crise que j'ai pu côtoyer. Une personne qui est à l'origine d'énormément d'inspiration et qui est une amie que j'admire infiniment, c'est le professeur Sophie Cross, qui s'y connaît en gestion de crise, qui est une bibliothèque ambulante de la gestion de crise, en plus d'être quelqu'un qui est particulièrement affûté d'un point de vue pragmatique. Et enfin, je ne pouvais pas ne pas rendre hommage à Nassim Taleb, puisque j'y fais référence largement. Je lui emprunte son concept d'antifragilité largement, que j'essaye de repousser au plus loin d'un point de vue d'applicabilité à l'intérieur de l'entreprise. Cette personne que j'ai eu l'honneur d'avoir dans mon jury de doctorat.
Et donc voilà, je ne pouvais pas commencer sans rendre hommage à ces trois personnes. Et je reviens sur la première que vous voyez en noir et blanc, Loïc, qui n'est pas présent avec nous malheureusement et qui s'en excuse. Il a des impondérables en Italie, mais il nous écoute. Maintenant, nous allons commencer et je vais devoir avoir recours à de multiples moments à des métaphores, presque de manière systématique. Parce que je vais partager avec vous des concepts qui sont parfois un peu pénibles, un peu pas si compliqués que ça, mais l'accumulation d'abstractions rend à la fin la compréhension un peu difficile. Et en fait, c'est pour ça que j'ai besoin de passer par la métaphore. J'ai besoin d'illustrer mes propos de manière à ce qu'on les ressente. Et en fait, l'idée, c'est pour moi d'utiliser la métaphore qui parle à tout le monde. Et là, vous voyez au centre de votre écran un dessin qui est ce qui s'appelle l'homme de Vitruve. C'est un dessin qui est celui de Léonard de Vinci en 1490. Il fait ce croquis-là parce qu'il a lu un rapport d'un architecte-ingénieur qui s'appelle Vitruve, qui avait fait un rapport à l'empereur Auguste de mémoire en -25. En lisant ça, il fait ce croquis et en fait, il montre par ce croquis que l'homme est à la fois la mesure et la représentation de toute chose. Pourquoi ? Parce que d'après les proportions de l'homme, lorsqu'on prend son nombril comme centre, on peut créer un cercle parfait où il rentre parfaitement. Et donc, et le cercle en sémiotique, c'est le symbole, ça a toujours été le symbole divin. C'est la forme géométrique parfaite. Et si on prend comme centre les organes génitaux humains, l'homme s'inscrit parfaitement dans un carré, qui est la métaphore géométrique de tout ce qui est matérialité et pragmatisme. Et donc l'homme est la mesure et la représentation de toute chose, à la fois du divin et à la fois de la matérialité. Fort de ce dessin que tout le monde connaît, sans forcément connaître ce qu'il y a derrière, je me suis dit, l'homme étant la mesure de toute chose, pour vous parler de management, pour vous parler de stratégie d'entreprise, je vais utiliser le corps humain et ses différents organes comme métaphore à chaque fois de certains concepts, et ça nous aidera à mieux comprendre les choses parce qu'on le vit tous dans nos chairs tous les jours. Donc, par souci pédagogique, je vais fonctionner comme ça. Ayant dit ça, on va partir sur notre épopée. L'épopée, donc j'ai pris en image un film qui parlera à beaucoup de gens parce qu'il est relatif, il est encore pas très vieux et il symbolise une véritable épopée. Je vous conseille les livres originaux qui sont bien plus vieux et qui sont fantastiques et qui montrent le parcours du héros typique en littérature, qui est un individu qui sort de son quotidien suite à une rupture brutale, qui doit faire face à un changement de paradigme et une découverte qui le choque, qui doit faire des sacrifices, affronter des choses et changer tout en étant lui-même. Et à la fin, revenir à la même place, revenir là où il était, en ayant accompli une sorte de quête qui l'a transformé tout en exacerbant sa personnalité initiale. C'est la quête du héros typique qu'on reconnaît en littérature. Et la plupart des grandes histoires, des grandes narrations connues fonctionnent sur ce thème-là. Et en fait, ce qui est essentiel là-dedans, c'est l'interprétation. Le héros évolue parce que son interprétation du monde a évolué. Ce qu'il croyait être le réel au début était faux et la réalité lui met une claque. Qu'est-ce qu'il fait ? Il doit comprendre, réinterpréter la réalité pour comprendre quels sont les ajustements qu'il doit faire pour survivre. Une fois qu'il a survécu à tout ça, il a une nouvelle vision du monde, beaucoup plus affûtée, beaucoup plus pérenne, qui l'ont amené à être lui et autrement en même temps. Et c'est un petit peu ça qu'on propose. Donc, derrière, commencer à parler donc de cette difficulté d'interpréter le réel. Et vous l'avez évoqué à travers 2 des 4 éléments qui composent l'acronyme. Le monde, pour beaucoup de gens, est devenu VUCA. Bon, là, j'ai posé un gros acronyme, il va falloir que je passe un petit peu de temps là-dessus. VUCA est un acronyme qui vient des universités militaires américaines et qui veut dire volatile, incertain, uncertainty en anglais, volatile, incertain, complexe et ambigu. Et en fait,
malgré le fait qu'il soit de notoriété commune, que cet acronyme ait été adapté pour justifier, pour expliquer la fin de l'URSS et comment c'est passé, véritablement, il a été utilisé lors de la présence des troupes américaines au tout début des années 90 en Afghanistan. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient face à eux un dit ennemi entre guillemets, qui n'obéissait à aucune règle qu'ils avaient déjà apprise dans les écoles militaires, qui était totalement insaisissable et omniprésent. Et donc, dans un contexte où, en fait, qu'ils n'arrivaient pas à comprendre et à interpréter. En plus, il était très changeant, avec des stratégies dans lesquelles ils ne trouvaient pas de pattern ou de répétition qui leur permettaient de comprendre, d'y voir une logique. Et c'est là qu'est apparu véritablement le concept de VUCA en disant peut-être qu'il faut se préparer à être totalement déstabilisé. Ce n'est pas se préparer à être surpris, qui est une formule assez connue dans les gens de la gestion de crise, parce qu'elle avait été proposée par une des sommités de la gestion de crise qui s'appelle Patrick Laguedec. C'est carrément se préparer à avoir le sol qui saute sous nos pieds, c'est se préparer au cauchemar et l'incertitude absolue. C'est assez difficile, ça, quand on sait que l'humain, par essence et avec ses biais cognitifs, a du mal justement à se mettre dans l'idée que ça, le pire peut arriver. C'est d'autant plus complexe. Peut-être, mais qui dit que nos ancêtres n'étaient pas un peu plus habitués à ça? Peut-être que qui dit qu'il y a très longtemps, lorsqu'on devait traverser des forêts pour aller chercher des choses, des forêts dans lesquelles il y avait des prédateurs, dans lesquelles on avait un rapport à la nature et aux catastrophes naturelles était beaucoup plus dépendant de plusieurs éléments, est-ce que l'instabilité permanente et le manque de vision et les routines étant très limitées aux seuls éléments claniques, et non pas sur une macro-société qui s'occupe ou qui stabilise des tas d'éléments autour de vous, peut-être que c'est quelque chose qu'on a perdu. Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de le dire. C'est les historiens de la sociologie ou les sociologues de l'histoire, ça me dépasse, mais c'est à ces gens-là d'analyser ça. L'idée pour moi, c'est de dire, OK, c'est difficile, mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on ne peut rien faire. En tout cas, VUCA, qui est un acronyme qui, selon moi, est quand même très artificiel, hein, parce que c'est 4 notions qui ne vont pas forcément ensemble. Il est de bon ton de dire le mot VUCA, parce que ça fait bien, mais la volatilité, c'est un ressenti par rapport à une vision du monde. L'incertitude, c'est une impossibilité de quantifier, au contraire des risques. La complexité, c'est un état de système qui montre une interdépendance et une interdépendance et une explosion combinatoire des conséquences. Et donc, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'endogène, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'état. Donc, c'est un acronyme qui est, quand on creuse un peu, pas si intelligent que ça. Il n'empêche, ce qui compte, c'est le message qu'il véhicule. Maintenant, on n'a plus de certitude. Voilà. Et donc, là-dessus, c'est bien quand même d'avoir mis un mot dessus. Et ça m'amène à la raison pour laquelle on a écrit cet ouvrage. Rassurez-vous, je vais commencer à dire ce qu'il y a dans l'ouvrage. Mais pour vous expliquer, j'ai vécu une soirée dans laquelle j'étais entouré de gens qui étaient soit des dirigeants d'entreprise, soit des militaires connus ou des militaires, aguerris en termes de gestion de crise et des confrères de gestion de crise. Et donc, on discutait. Donc, c'était comme une soirée geek mais que de la gestion de crise pour les gens qui ne sont pas de notre discipline. Ça pouvait être un peu très centré, du moins. Et donc, moi, je me retrouve face à quelqu'un qui avait prononcé le mot VUCA de multiples fois, le mot antifragile. Donc, j'avais eu tout le champ lexical des dernières notions, des notions qui ne sont pas forcément très récentes, parce que l'antifragilité, elle a déjà quelques années, mais il était tous les mots un peu à la mode maintenant, qu'il est de bon ton de sortir. Et ce monsieur, qui était un consultant très, très, très légitime sur le sujet, donc disait que en buvant une coupe de champagne, c'est pour ça que j'ai mis cette photo, parce qu'elle me rappelle très bien la situation, même si là, c'est un acteur. Et donc, je n'ai pas le loisir de passer des soirées avec Leonardo DiCaprio encore. Et donc,
cette personne me dit, bon, ben, de toute façon, moi, j'accompagne les entreprises à être résilientes, puisque maintenant, on vit dans un monde VUCA. Et puis après, elle a bu sa coupe de champagne et tout le monde a hoché du chef. Et je me suis dit, mais c'est pas compatible, ces deux choses. Ce qui explique un peu l'icône que vous voyez en bas de l'écran. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, en rentrant chez moi, je me suis dit, je pense que je vais commencer à travailler sur le sujet. Et c'est ce qui a amené à l'ouvrage que je vais vous expliquer ou que je vais tenter d'illustrer, de vous donner envie de le lire, pourquoi pas. Et c'est l'instant promo. Et ouvrage pour lequel j'avais tellement parfois de doutes sur les retranchements que je voulais pousser, que j'ai sollicité un confrère pour le coécrire avec moi, Loïc Monguillon d'Air France. Moi-même étant à la fois professeur associé en université sur la gestion de crise et la stratégie, étant consultant en gestion de crise, étant groupe crisis manager du groupe Michelin, donc quelqu'un qui est vraiment impliqué dans la crise avec de multiples entités. Et j'ai soumis ce livre-là au MEDEF et à la MARAE, qui est l'association la plus connue où vous avez les gestionnaires des risques, pour leur dire, est-ce que ce qu'on dit, c'est complètement fou ou pas? Et donc, on passait au crible de ça, on s'est dit, il y a peut-être des notions ou des visions du monde qui méritent d'être explicitées, parce qu'on les a toutes intuitivement, mais en fait, comme on ne les a pas forcément, alors on n'a pas donné une dénomination claire, il y a une sorte de frontière floue, une sorte d'overlap, et on dit tout et son contraire, ce qui amène des gens à dire, pour affronter le monde VUCA, il faut être antifragile, il faut être résilient. Et ça m'amène au premier présupposé, qui est celui de la stabilité. Et donc, en fait, la plupart des entreprises ont pour présupposé la stabilité. Pour preuve, la plupart des entreprises font des plans à 5 ans. Cette planification, la plupart des entreprises se disent, pendant les 10 dernières années, on a fait tant de chiffres d'affaires, on a gagné tant de pourcentage de parts de marché, donc on considère qu'on veut gagner tant de parts de marché dans les années à venir, parce qu'on va continuer telle stratégie. Grosso modo, on a une vision tendancielle du monde. Donc, et on appelle ça le principe de la dinde, pour ceux qui connaissent, qui est le principe inductiviste proposé par un monsieur qui s'appelle Russell, un monsieur brillant, qui disait, en fait, qui avait utilisé cette métaphore, c'est que plus les jours où les événements s'accumulent dans une vision proportionnelle des choses, et plus vous êtes convaincu que le futur sera en lien avec cette proportionnalité. C'est le meilleur moyen de vous faire prendre de court par les crises. Vous avez des gens qui disaient, n'oubliez pas, il y a 3 ans, il y a des gens qui disaient, c'est plus possible qu'il y ait des pandémies, puisqu'il n'y en a pas eu depuis longtemps. Des épidémies peut-être, des pandémies pas possible. J'ai entendu des gens dire, c'est plus possible qu'il y ait des guerres aux frontières de l'Europe, puisque maintenant il y a l'Europe. Donc, attention aux tendances. Il n'empêche, si je reviens à l'échelle de l'entreprise, ce présupposé de stabilité, il est essentiel pour pouvoir faire de la gestion. Quand on se dit où est-ce que je vais mettre mes billes, comment je vais essayer d'optimiser pour avoir le meilleur produit possible, produit au moindre coût possible et vendu au meilleur prix possible de manière à faire la meilleure marge, ce qui est quand même ce que toutes les entreprises essaient de faire et c'est légitime, il y a quand même une planification, une projection. L'ennui, c'est que le présupposé à chaque fois, c'est que demain ressemblera un petit peu à hier. Et donc, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et donc, vous avez une vision plutôt proportionnelle du monde où on se dit l'espérance de vie, regardez, elle augmente de manière proportionnelle. L'évolution de l'indice CAC 40, c'est pareil. L'évolution de la dette, on a l'impression que grosso modo, ça suit une courbe. J'ai entendu une fois des journalistes évoquer qu'en fait, peut-être que dans 300 ans, l'homme pourra espérer vivre 190 ans, parce qu'ils avaient tiré la courbe. Et ça nous amène à dire des choses qui sont peu concevables. Si on regarde la dette publique qui pourra avoir une tendance exponentielle, on pourrait très bien avoir dans quelques centaines d'années une dette qui serait plus grande que le nombre d'atomes dans l'univers. Mais on se dit, ça ne choque pas. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, il y a des tas de choses qui nous donnent l'impression que c'est stable, et je ne dis pas que le monde ne l'est pas. Mais je dis qu'en fait, ce paradigme, cette vision du monde, amène à avoir des réflexes. Le réflexe en gestion, c'est quoi? C'est d'activer des leviers de gestion. C'est d'avoir des leviers de gestion où on optimise, où on délocalise, où on se dit, comme le monde est prédictible, puisqu'il est tendanciel, il est proportionnel,
Je peux me dire, bon, bah là, je n'ai pas besoin de redondance. J'optimise. Là, je peux externaliser, je peux délocaliser. Et c'est bien, parce qu'il y a des tas de fois, d'un point de vue macroéconomique, j'entends. Je ne mets pas d'échelle de valeur d'un point de vue moral. Je parle d'un point de vue macroéconomique. Ça a permis à des tas d'entreprises de se dire comment je peux faire du profit pour perdurer, m'agrandir, devenir plus solide, employer davantage, etc. Et donc, on a toujours les leviers qui appartiennent au domaine financier et au contrôle de gestion qui sont un peu toujours les mêmes. À la fin, c'est comment faire du lean. Et le mot qui est à la mode, c'est le lean. Mais le lean, c'est quoi? C'est de l'optimisation absolue. Et moi, je comprends et j'ai rien contre ça. Mais ça amène à se dire déjà, à une première vision du monde, c'est l'idée de fragilité. Où la fragilité, il faut le voir dans un sens plutôt noble ici, la fragilité permet de bénéficier de la stabilité. Parce que je peux optimiser, je peux délocaliser, je peux externaliser. Donc, je suis rentable. Mais pour ça, le monde marche comme une horloge suisse. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Lisa, ça vous va? Ça a l'air clair? Ça me semble assez clair pour l'instant. Super. Dans le chat, on me dit que oui également. Parfait. Donc, mais c'est moi qui vous ai parlé. Non, c'est pas vrai. Je plaisante. Donc, en fait, je reviens à ma métaphore du corps humain en permanence pour qu'on puisse l'approprier. Vous avez un organe que vous connaissez bien dans votre corps qui est très, très, très important. C'est le cœur, comme vous le voyez sur l'image, le cœur qui est tellement important que Dame Nature a eu la bonne idée déjà de l'entourer d'autres organes et surtout d'y mettre une cage thoracique autour, histoire de le protéger un peu. Pourquoi le cœur est fragile selon la définition que j'essaie de vous en donner? Non pas parce que c'est quand même un des muscles les plus puissants du corps humain, c'est quand même quelque chose de très, très costaud, il n'empêche, il a des valves, il a 2 oreillettes de ventricule, un seul de ces éléments qui ne marche pas, et vous êtes mort. Alors, pour votre information, vous devez avoir 8000 litres de sang pulsés par jour qui circulent dans votre corps pour oxygéner tous les organes qui doivent l'être. 8000 litres de sang par jour, ça fait un sacré rythme. Ça fait une… Et donc, ce que je veux dire, c'est que si votre cœur a un problème, vous n'avez pas beaucoup de temps pour réagir. Vous n'avez pas de pièces de rechange. Toutes les personnes qui ont un problème cardiaque savent à quel point c'est très critique. Vous avez un rein qui s'arrête, Dame Nature vous en a donné un deuxième. Vous perdez un œil, Dame Nature vous en a donné un deuxième. Vous perdez peut-être la notion de profondeur, mais vous pouvez survivre. Vous perdez un cœur, on sait tout ce qui arrive. Et donc, le cœur n'est pas fragile en soi parce que c'est quelque chose qui a l'air faible. Ce n'est pas ce que j'entends. Je parle de système. Le cœur est fragile parce qu'il n'aime pas la volatilité. Quand vous touchez vous voyez l'image que je viens de montrer, quand vous voyez une coupe de champagne, en fait, quand je tape un petit peu avec le doigt, elle ne se brise pas. Elle est bien installée sur la table, elle ne se brise pas. Ce qu'elle n'aime pas, c'est la volatilité. Un courant d'air, ma fille qui joue à côté, ou moi qui fais l'idiot, ou quelqu'un qui bouge la table, elle casse. Et en fait, le cœur n'aime pas la volatilité. Regardez l'importance que ça a pour les gens qui ont des problèmes cardiaques, la tachycardie ou la bradycardie, l'arythmie cardiaque, à quel point ça peut être problématique. Ce qu'aime le cœur, et donc, ce qu'aime votre système là-dessus, c'est le manque de volatilité, c'est la stabilité. Et donc, ça, c'est un premier présupposé sur lequel on a l'économie et beaucoup de stratégies d'entreprise s'est reposé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, autour de la table, les stratèges sont qui? Les financiers, les contrôleurs de gestion pour l'essentiel. Super, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais comme vous l'avez dit, peut-être qu'il y a d'autres lectures du monde au vu de l'actualité récente. Si j'essaie de pas vous mettre des mots dans la bouche, mais il me semblait tout à l'heure quand vous parliez de l'actualité que c'était un peu ce que vous vouliez exprimer. Oui,
D'autres, notamment sur des champs un peu plus larges, militent aussi pour la prise en compte notamment de la géopolitique de manière plus en plus importante dans l'entreprise. Et certains parlent même de la création à la même image qu'il y aurait un CFO ou un CTO, qui aurait un Chief Geopolitical Officer dans les entreprises, parce qu'effectivement, c'est aussi la non prise en compte de ce monde changeant et volatile mène beaucoup, et souvent dans la vérité, mène à des crises, notamment par la non prise en compte de certaines réalités sur des terrains particuliers, des territoires particuliers. Alors, justement, juste pour faire une parenthèse, le problème de la géopolitique et le fait qu'elle ait une importance et qui justifie presque un poste à part entière, vous pouvez apparenter ça à ce qui s'est passé en cyber depuis les 10 dernières années, où on se dit, avant, il y avait des directeurs seulement pour l'ISIT, mais maintenant, le cyber, c'est quelque chose à part entière. Dans les deux cas, c'est la transversalité qui amène à donner plus d'importance à ces crises-là qu'aux autres. Pourquoi? Parce que ce sont d'abord, souvent, des crises de continuité qui parasitent la plupart de vos activités. Ah, je crois qu'Emmanuel nous a rejoint. Oui, Emmanuel nous a rejoint. Je suis en train de la faire entrer normalement. Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour, vous inquiétez pas pour moi, je suis vraiment navrée, j'ai pas pu arriver avant, donc hello Raphaël, merci Lisa d'avoir fait un intérim fantastique, mais d'ailleurs bouge pas, reste comme ça, c'est parfait. Et bonjour tout le monde. Donc me voilà. Alors il y a une question là, justement, voilà, hop, et de continuité. Ah ah ah. Oui, je vais faire. Voilà, pardon. Je vous laisse peut-être continuer et puis je prendrai sur la suite. Alors, je continue. Donc, en fait, on parlait de la fragilité. Et la fragilité, Emmanuel, je fais beaucoup de recours au corps humain pour illustrer les différents éléments. Donc là, on a parlé de fragilité. Je vais bientôt parler de résilience. Je vais bientôt parler d'antifragilité. Puis après, je vais commencer à mélanger les notions. Et donc, la fragilité doit être comprise comme quelque chose qui n'aime pas la volatilité, qui aime la stabilité. Et bien, en fait, on a des crises comme le Covid qui posent problème. Pourquoi elles posent problème? Parce que c'est qu'en fait, il met en exergue tous les points de fragilité. Quand vous êtes une entreprise qui a délocalisé, qui a externalisé, qui dépend de quelques fournisseurs à certains endroits, qui dépend de containers qui traversent le monde, qui a mis à certains endroits tous ces centres d'expertise partagés, qui a mis à d'autres endroits tous ces centres R&D, qui a mis à d'autres endroits du monde qui sont assez dépendants de 2 ou 3 contracteurs particuliers. Quand vous avez le Covid, ce n'est pas seulement une crise sanitaire, malgré le fait de l'horreur humaine que ça a entraîné, mais d'un point de vue macroéconomique, c'est l'arrêt des chaînes. Et quand vous avez des points de fragilité qui étaient des optimisations antérieures, des externalisations antérieures, des délocalisations antérieures qui avaient été mises en place pour des bonnes raisons sur un présupposé de stabilité du monde, ça devient autant de points de fragilité parce qu'en fait, vous n'avez plus accès à vos containers, vous n'avez pas de backup. L'endroit du monde où vous avez mis de la concentration, où vous avez tous vos experts à cet endroit, s'ils sont plus disponibles, vous êtes marron. Quand vous vous êtes dit, tous mes contrôleurs de gestion, j'en ai pas besoin, je vais les placer chez une entreprise comme Xerox ou quelque chose comme ça, et en fait maintenant ce devient mes sous-traitants, si eux sont cyberattaqués, si vous n'avez plus personne capable d'analyser votre facturation, vos comptes et vos choses comme ça, vous êtes dans la difficulté. Donc, ce que nous a révélé le Covid avec sa magnitude, c'est que l'instabilité touche ou fait apparaître tous les points de fragilité. Et donc, l'idée, c'est peut-être d'avoir un minimum de points de fragilité. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de plus en plus de crises. Alors, vous allez me dire, Raphaël, tu ne peux pas voir le futur et j'achète. Ce n'est pas faux. Je ne fais que répéter ce qu'un monsieur illustre a écrit, s'appelle Charles Perrault. Ce n'est pas la personne qui a écrit Les Contes de notre enfance, c'est un homonyme américain qui, en 1984, a écrit un livre qui s'appelle La théorie des accidents normaux.
dans lequel il explique qu'il y a une conjonction de deux phénomènes qui créent une inéluctabilité des crises. Le premier, c'est qu'il y a une complexité croissante des systèmes, vous le voyez dans le schéma, c'est que chaque processus devient toujours de plus en plus compliqué dans l'organisation. Vous aviez avant quelqu'un qui faisait une photocopie d'un document, qui l'a signé, qui l'a donné au chauffeur routier. Maintenant, la personne doit aller sur son ordinateur, mettre son mot de passe, aller dans une application, le faire valider par quelqu'un, que ça rentre que le contrôle interne puisse le checker après, avoir une version papier et une version PDF prouvant la chose, enfin bref, et faire une autre validation, l'amener à une personne qui ait une signature, qui a un bon, une copie, et que voilà, on n'est que des enregistrements. Tout ça fait qu'en fait, vous avez une augmentation statistique de la défaillance. Plus vos processus, c'est comme une montre, plus vous mettez des petits engrenages, plus vous êtes tributaire de voir la montre s'arrêter si un seul engrenage plante. Donc, complexité croissance des systèmes égale augmentation statistique des défaillances. Le deuxième problème, c'est le couplage croissant des activités. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que lorsque des activités sont interdépendantes, s'il y en a une qui plante, avec l'effet premier que je viens de dire, parce que le système devient trop compliqué, voire devient limite bureaucratique, avec le couplage des activités, vous avez un effet boule de neige où il bloque d'autres activités. Et de proche en proche, vous bloquez tout. Et maintenant, je vais vous montrer une slide qui va vous illustrer pourquoi, en partie, ce n'est qu'un sujet, mais pour moi, il est quand même gros, pourquoi ça va empirer. La digitalisation. Un des phénomènes les plus caractéristiques de cette complexité des systèmes, de cet ajout de la complexité des systèmes et de cette interconnexion de ce couplage des activités. Qui peut travailler sans ordinateur maintenant? Comment on peut travailler papier-crayon? La plupart du temps, quand on a un problème de l'ordre technique, notre premier réflexe, c'est de faire de la surenchère technologique. Or, pour de la cyberattaque, par exemple, vous n'arriverez jamais à faire une surenchère technologique qui vous permettra d'éviter des attaques cyber venant de pays entiers avec des cyberpolices. Malgré le fait d'avoir un CERT certifié, pour le coup, sans jeu de mots, à l'intérieur de votre entreprise. Peut-être qu'il y a d'autres solutions. Et que la surenchère technologique vous amène à être ultra dépendant. Regardez, lorsqu'il a fallu commencer à travailler depuis le Covid, tout le monde a commencé à beaucoup digitaliser. Et ben en fait, si maintenant vous arrêtez Teams et Zoom pour certaines activités, vous avez des pans entiers de l'économie qui s'arrêtent. Comment on faisait avant? Ma question est la suivante. Combien y avait-il de cyberattaques dans les années 80? Je pense qu'en répondant à la question, vous avez compris quel est le problème. Je ne dis pas que la digitalisation est mal, je dis qu'elle amène à un effet d'une plus grande magnitude des ondes de choc lorsqu'un problème va survenir. Si demain Microsoft est piraté et que les outils Microsoft ne fonctionnent plus, dans toutes les entreprises qui bénéficient de Microsoft, ont-elles des backups? Une question que je me pose. La plupart des entreprises maintenant ont un seul ERP dans lequel il y a toutes les applications les plus critiques. Mais si l'ERP plante, est-ce que les gens savent encore travailler? Vous avez le système bancaire qui parfois a essayé de s'adapter et certaines banques apprennent à leurs employés régulièrement à retravailler papier-crayon au cas où, pour de la continuité d'activité pour les grands clients. Je ne suis pas certain que toutes les entités s'amusent à faire ça pour essayer de pallier à un problème technologique en cas de pépin. Donc là, je prends le plus caricatural, mais c'est le plus visible. Est-ce qu'on est clair pour l'instant? Oui, moi, ça me fait venir une question, hein, parce qu'on peut pas forcément, enfin, on peut pas lutter contre, il faut pas, je pense aussi, lutter contre cette digitalisation. On a de nouveaux outils, il faut juste apprendre à s'en servir, à s'en servir au mieux. On vit effectivement dans un monde hyper connecté, hyper globalisé, où toute la chaîne de valeur est éclatée dans plusieurs pays, plusieurs endroits du monde, avec des réalités différentes, des territoires différents, des personnes différentes. Alors, comment face à ça, puisqu'il ne s'agit pas ici de résister, mais comment face à ça, on peut réussir à limiter les points de fragilité alors qu'ils se multiplient de plus en plus? Alors, je vous propose d'attendre un peu parce qu'en fait, à la fin, je vais faire des propositions et je referai référence à votre intervention en disant « Est-ce que ça répond à votre question ?»
Et si vous êtes vraiment sympa, vous me direz oui, ça répond tout à fait. D'accord? Je continue un petit peu. Donc là, on a parlé de la fragilité. Maintenant, j'aimerais parler de la résilience. Et vous avez compris que pour la métaphore, je vais parler de l'os. Donc, tout à l'heure, on était sur le cœur, dans la métaphore du corps humain. La résilience, voyez plutôt votre squelette, votre os, un de vos os, comme quelque chose de résilient. Pourquoi? Parce qu'un os n'est pas comme un bout de bois, quelque chose de figé, comme une armature pure en métal sur lequel se connectent s'implantent vos muscles. Votre squelette est évolutif en permanence. J'ai eu la chance de faire un DEA, je devais faire un doctorat en biologie, justement sur la déperdition osseuse, donc je connais un petit peu le sujet. Et donc, vous avez des ostéocytes, des cellules dans l'os qui sont entourées de liquide, parce que le liquide est incompressible, et qui analysent en permanence les réactions, les vibrations de ces liquides, on va dire. Ce qui leur permet de se dire, est-ce que cet os est soumis à beaucoup de contraintes? Si oui, alors on va calcifier la chose, on va le rendre plus solide. Donc, je m'explique. Quand vous êtes un marathonien et que vos pieds tapent par terre régulièrement avec une certaine force, parce que vous devez exercer une certaine force pour vous décoller du sol et faire des dizaines de milliers de pas pour faire un marathon et vous y allez plusieurs fois par jour, vos os s'adaptent avec le temps. Et vous vous retrouvez avec une densité osseuse au niveau des tibias qui n'est pas celle d'un être humain normal, parce qu'il s'adapte, votre os. Et si les grands sportifs dans l'auditoire qui courent beaucoup et n'ont plus besoin de se dire pourquoi est-ce que quand j'essaie de faire la planche à la piscine, je suis le seul à ne pas y arriver. Ça veut dire que vous courez beaucoup et que votre squelette a bien réagi parce qu'il a compensé. La résilience, c'est ça. La résilience, c'est je trouve un moyen de résister au choc pour survivre. Donc, je subis quand même le choc, mais je m'adapte à ça. On est vraiment dans de la résilience. Alors, et si le choc est trop fort, l'os casse. L'avantage de l'os, pour la métaphore qui continue, c'est que si je me casse la jambe, ça ne veut pas dire forcément que je vais mourir. Contrairement à l'organe fragile que j'avais évoqué métaphoriquement plus tôt avec le cœur, si lui, il plante, ce point de fragilité peut être tellement vital que toute l'organisation périclite. La résilience, si on a un peu de chance, on se fait un peu mal, on souffre, mais on tient le coup. En tout cas, ce qui compte dans la résilience, c'est encaisser le choc. Maintenant, en sciences de gestion, parce que la métaphore, ça va un petit moment, mais en fait, maintenant, si je veux être sérieux, ça a été défini d'un point de vue scientifique, la résilience, d'un point de vue, je ne parle pas en sciences des matériaux, je ne parle pas en biologie. Et là, je parle par contre en sciences de gestion. C'est 3 capacités qui se complètent. La première, c'est la capacité d'absorption. Alors, malgré le fait que j'ai mis quelqu'un qui avait un airbag de manière illustrative, la capacité d'absorption dans une entreprise, c'est quoi? C'est l'accès aux moyens. Vous avez une crise, vous avez un accès à des moyens pour pouvoir affronter la crise. Des stocks, des moyens physiques, des moyens technologiques, des moyens humains, des savoirs. Soit vous les avez préparés en temps de paix, c'est pour ça que la résilience, ça se prépare, soit il va falloir les trouver en improvisant. Et ils peuvent être aussi bien endogènes, internes à l'entreprise, qu'exogènes, parce qu'on a cultivé des relations avec des partenaires et qui nous mettent à disposition les moyens. Ça, c'est la capacité d'absorption. Et ça fait appel à des capacités particulières dans l'entreprise. Des gens qui ont des ouvertures vers l'intérieur, vers l'extérieur, des gens qui connaissent les moyens les plus critiques qu'il faut mettre en place, etc. À ceci s'associe la capacité de renouvellement. Capacité de renouvellement, c'est comment j'utilise ces moyens que j'ai pu acquérir dans la capacité précédente, de manière inédite pour affronter cette situation jamais vue. Et donc, ça demande d'autres compétences. Une compétence de créativité, d'inventivité, et de manière à pouvoir trouver un moyen d'encaisser le choc, de trouver une parade, de subir la crise, mais pas d'en mourir. Enfin, la capacité d'appropriation qui consiste à se dire, si je dois réaffronter ça un jour ou l'autre, il faut vraiment que je puisse enregistrer ou faire
le retour d'expérience, voilà, c'est le mot que je cherchais, faire le sacro-saint retour d'expérience de gestion de crise, celui qui n'est presque jamais fait, mais qui est répété à grands coups de chapitres dans tous les ouvrages, sauf dans le mien, dans le premier, parce que c'est un concept que je challenge un petit peu, ou du moins la manière dont il est fait la plupart du temps. Mais là n'est pas la question. Il y a cette capacité d'appropriation, comment j'enregistre ce qui était bien et pas bien, de manière à, sur le présupposé que je pourrais affronter quelque chose de similaire plus tard, je gagnerai du temps. Et là-dessus, je n'ai rien à dire. C'est ça le principe de la résilience et ça a sauvé énormément d'entreprises. Le présupposé ici n'est plus que le monde est absolument stable. Le présupposé ici, c'est que le monde est dit métastable. C'est-à-dire, il est plutôt stable et de temps en temps, il y a un aléa. À moi de rendre mon organisation résiliente pour encaisser l'aléa jusqu'à un retour à une normalité de manière à tenir le coup et à revenir à quelque chose de plus serein dans lequel je peux me réadapter. Je vois, Lisa, que vous devez regarder les questions avec attention, très proche de votre écran. Et vous êtes sur mute. Et je suis en plus sur mute. Oui, on a quelques questions. On a une question de Sandrine qui nous dit qu'elle est officier pompier sur le centre de gestion de crise et de ce fait que vos observations sont complètement dans son contexte quotidien, se préparer à l'impensable. Donc, c'était plus une remarque. Et nous avons Saïd également qui nous parle des crises financières mondiales actuellement qui frappent les banques, dont les banques en Europe et récemment donc le Crédit Suisse. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas la question, parce que la question est la suivante, 2 points, et puis j'ai pas de question. Donc Saïd, si vous avez Ça arrive. Et se préparer à l'impensable, ça c'est le job normal du signe noir, en fait, de la gestion de crise. Donc en fait, ce que tu dis peut-être là, c'est qu'effectivement, il y a une recrudescence, il y a une multiplication des crises effectives, en fait. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on peut remarquer. Et donc, une obligation pour tout le monde de se préparer. Et ça, c'est quelque chose qui, dans nos métiers, se voit beaucoup parce que j'ai envie de dire, il y a de ça 30 ans, j'y étais pas, mais je sais que la gestion de crise était très dédiée, soit c'était des militaires, soit c'était des sites industriels Céveso. Et puis basta, ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, on a tous les secteurs d'activité qui sont concernés, tout le monde qui se pose la question de comment je ferai en cas d'eux. Et du coup, c'est à la fois une combinaison de la multiplicité des types de crises et puis une combinaison aussi de l'arrivée des réseaux sociaux conversationnels qui font que personne n'est à l'abri d'une crise de réputation. Donc fragile, résilience, next step. Tu vas nous parler d'antifragilité, je suppose. Tout à fait, j'allais y venir. Après avoir seulement donné l'exemple pour la résilience du Covid, lorsque vous avez eu des restaurants, c'est dans le quartier de Pékin qui s'appelle les Routong, un quartier dans le nord de Pékin dans lequel j'ai eu la chance de vivre à un moment de ma vie, vous aviez des restaurants qui ne pouvaient plus accueillir des gens, mais qui, pour tenir le coup d'un point de vue économique, ont fait de la livraison. On a tous connu ça en France aussi, tous ces restaurants qui accueillaient plus personne et qui ont fait du delivery, ils ont souffert, mais ils ont tenu le coup. Ils n'auraient jamais pu faire ça et jamais pu devenir seulement du delivery. Ça n'aurait pas été possible, ce changement-là. Mais au contraire, ils se sont dit, on a trouvé des moyens avec de nouveaux packaging et de nouvelles méthodes de changer, de trouver des moyens innovants pour tenir le coup jusqu'à arriver à une nouvelle normalité, une nouvelle stabilité. La stabilité étant pour eux de revenir à quelque chose dans lequel ils pouvaient accueillir des clients. Donc ça, c'était ma métaphore. Et donc, pour revenir à ce que venait de dire Emmanuel, fragile, résilient, vous vous doutez bien, je vais commencer à parler du troisième. Le troisième, l'antifragilité, donc le concept qu'on doit à Nassim Taleb. J'ai essayé, j'espère ne pas avoir trahi sa pensée, on a essayé de se dire, ok, Nassim Taleb nous décrit l'antifragilité, je vais venir sur ce qu'il y a derrière le concept, ou comment on l'interprète du moins, parce que c'est un livre entier auquel il dédie un livre entier pour expliquer le concept, donc je vais essayer de vous le résumer en un slide.
le challenge est pour moi. Et donc, sans trahir sa pensée, on s'est dit, oui, mais en fait, comment on l'applique dans l'entreprise concrètement? Autant la résilience, on commence à être habitué. La fragilité, malgré le fait qu'on n'avait pas mis le mot dessus associé à la stabilité, maintenant qu'on en parle et qu'on regarde les leviers de gestion habituels sur le présupposé de la stabilité, ça fait sens. L'antifragilité, ça n'en fait pas. Et donc, en fait, je vais revenir sur le corps humain une fois de plus. Comme ça permettra de commencer à poser des bases. Pour ceux qui sont peu adeptes du concept d'antifragilité, parce qu'ils n'ont peut-être pas eu la chance de lire l'ouvrage de Nassim Taleb. Votre conscience et votre intelligence sont des éléments antifragiles. Pourquoi? L'antifragile, si la résilience permet de résister à la crise jusqu'à ce qu'on arrive à une normalité, là où la fragilité n'aime aucune volatilité parce qu'elle est tellement optimisée que n'importe quoi pourrait la condamner, l'antifragilité, elle, aime la volatilité. Elle ne résiste pas à la volatilité. Elle l'aime, elle la désire, elle la fonctionne avec. Si le processus ou l'organisation antifragile dépérit lorsque c'est stable. Pour exemple, voilà pourquoi je parle de votre intelligence. Vous prenez un enfant et vous le mettez, votre système immunitaire est antifragile. Vous prenez un enfant et vous le mettez dans une pièce avec aucun contact avec l'extérieur, avec rien. Donc, il ne risque pas de se casser un bras. Par contre, il va s'exposer à aucun virus, donc il ne va pas augmenter son système immunitaire, qui est antifragile. Vous avez besoin de choquer votre système immunitaire pour qu'il progresse et qu'il devienne plus fort. C'est pour ça que quand vous êtes jeune parent, vous plaignez que vos enfants attrapent toutes les maladies de l'école et tout le temps de la fièvre. Et puis vous vous apercevez qu'à un moment, ça arrive beaucoup moins souvent. Mais le présupposé de sa résistance immunitaire était d'abord d'être choqué d'un point de vue immunitaire. Votre intelligence, c'est pareil. Si je vous mets dans une pièce avec aucun concept ou aucune nouvelle information qui vous heurte, votre intelligence et votre conscience ne s'élèvent pas. C'est à force de vous confronter à des éléments qui vous heurtent intellectuellement ou conceptuellement que votre abstraction s'agrandit, les connexions nouvelles se font et vous devenez quelqu'un de plus intelligent, de plus conscient. Voilà. Fort de cet état-là, comment ça se traduit dans une entreprise? Dans une organisation, l'antifragilité, c'est de la redondance, c'est de l'optionnalité. Et attendez, hop, j'ai un problème, je ne vois plus mon écran. Voilà, c'est ça. Excusez-moi. Donc, c'est de la redondance, pardon, l'optionnalité, et c'est de l'exploration. Dans un système antifragile, l'erreur est un diplôme. La formule n'est pas de moi, elle est tellement bonne que je la fais mienne ce soir. L'erreur est un diplôme. C'est-à-dire que l'erreur amène de la connaissance. On est content de sacrifier du temps, de l'énergie ou des éléments pour augmenter le savoir. Typiquement, vous avez non, je vais y venir après, je vais faire une métaphore militaire cette fois-ci, qui permettra de situer des éléments antifragiles. Et donc, ce qui compte ici, c'est de se dire, il faut que je sois capable d'affronter n'importe quoi. Et donc, je ne peux pas me permettre d'avoir des points de fragilité. Et donc, lorsque je ne vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, c'est peut-être l'adage le plus antifragile qu'on connaisse. Tout le monde connaît ce qui ne me tue pas rend plus fort, qui est l'adage nietzschéen qui est souvent associé à la résilience, et je veux bien l'entendre. Pour l'antifragile, ça serait soit ne pas mettre ses œufs dans le même panier, ou ce qui me tue vous rend plus fort. Et donc, l'idée, c'est là le contraire de la stabilité et de la fragilité, comme par hasard, c'est de se dire, je ne mise pas sur une optimisation absolue. Parce que l'effet de grain de sable, il me glissera dessus. Attention, cette culture des options, elle a un coût, et ce n'est pas tout le temps bien. C'est là où, en fait, il faut prendre par la main les adeptes et les émules de Nicolas Taleb, dont j'ai fait partie longtemps, de dire, attention, il n'y a pas que des vertus à l'antifragilité. Et donc, à moi de l'expliquer tout à l'heure. Mais en fait, le fonctionnement des startups est antifragile. Je vous explique pourquoi. Une startup, qu'est-ce qu'elle fait? Notamment celle qui propose, par exemple, des nouveaux outils, de nouvelles applications. Elle fait un draft.
elle fait un projet et son draft, il est absolument pas abouti. Il y a un concept. Il prend un client et il lui dit, je te fais payer très peu cher, je t'envoie quelque chose qui est absolument pas abouti, tu le testes, tu me dis ce qui marche pas, tu me dis ce que tu aimes, ce qui manque, tu me dis les bugs qui t'agacent. Je reprends leur conclusion, je retravaille mon draft et il est un peu mieux. La deuxième version, je leur l'envoie. Et en fait, on travaille par itération. On ne fait pas bon du premier coup. Parce que bon du premier coup pour un antifragile, ce serait plutôt con du premier bout, si je me permets ce petit jeu de mots. Et donc, l'intérêt de l'antifragile, de l'entité antifragile, c'est de se dire l'erreur permanente m'avantage. Parce que comme j'ai fait plein d'itérations avec mon client où je lui ai envoyé des choses insatisfaisantes d'un point de vue absolu, moi, mon client fait progresser mon produit. Et quand mon produit arrive à une certaine maturité, je l'envoie sur le marché où je le fais payer plein carat à mes autres clients. Et mon client historique ne le paye pas cher. Tout le monde est gagnant. Ça, c'est de l'antifragilité d'un point de vue entrepreneurial. Vous avez l'armée française qui a, là, c'est une véritable photo. Vous voyez le sous-titre. Le sergent Sylvain entraîne 200 pigeons voyageurs au sein du 8e régiment de transmission de l'armée de terre. L'armée de terre française, aujourd'hui, a une personne qui a pour but d'éduquer, de dresser, de domestiquer, je ne sais pas quel mot utiliser, je m'en excuse, de développer une force de pigeons voyageurs. En 2023, on a des pigeons voyageurs dans l'armée française. Là, on est antifragile. Bien évidemment que je pense que le sergent Sylvain, il doit avoir un iPhone et il l'utilise plus souvent qu'il utilise ses pigeons voyageurs. Mais si demain, il y a un problème et tout est arrêté, on a un moyen de communiquer. Et ça, c'est de la redondance. Lisa, j'ai vu que vous êtes sur unmute, donc peut-être que vous voulez intervenir. Oui, c'est ça. On a une remarque d'Alexandra qui nous remonte ce fait que les décideurs ne peuvent pas financer le plan B tout le temps. Par exemple, le retour à des solutions physiques en plus du numérique. Des fois, c'est vrai que c'est peut-être très coûteux ou pas possible. Est-ce que ça ne se heurte pas aussi à la réalité des activités d'une entreprise? Alexandra, je rajoute ça. J'espère que c'était… Alors, là aussi, je prends cette remarque, je vais y venir à la fin. Et je propose que vous me rappeliez cette remarque à la fin quand vous verrez une photo d'une mosaïque. Alors, vous devez vous demander pourquoi je vais vous montrer une mosaïque. Bon, après tous les slides que je vous ai montrés, ça ne doit plus forcément vous étonner. Mais je vous parlerai d'une mosaïque. Et là, ça devrait, je l'espère, répondre à la question. Je me permets de continuer. Sur cette photo, vous voyez une petite fille avec un dauphin Tursiops, qui s'appelle Tursiops truncatus. Et là, vous avez les deux cerveaux des deux espèces. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le cerveau du dauphin, en plus d'être plus gros physiquement, a plus de circonvolutions. C'est ces petites crevasses que vous voyez. Les circonvolutions sont un des signes qui permet d'imaginer l'intelligence. Pourquoi? C'est comme une carte, le cerveau. Les méninges, qui sont la couche la plus externe du cerveau, là où vous avez pas mal d'éléments qu'on associe à l'intelligence si je vais droit dans les virages et que je vais vraiment d'une manière triviale. Ce qui compte dans le cerveau, c'est la rencontre de zones éloignées. Lorsque vous créez des circonvolutions, c'est comme dans une carte que vous pliez. Donc, sur une carte ouverte, je vois que la Colombie, elle est très loin de la Chine. Mais si ma fille prend la carte et la plie en deux, la Colombie peut toucher la Chine. Et dans le cerveau, ces circonvolutions permettent ce genre de connexion de zones qui auraient dû être éloignées. Et donc, ça vous amène à des capacités cognitives très enrichies par rapport aux espèces qui ne peuvent pas se le permettre. Et quand vous voyez le cerveau du dauphin, les circonvolutions sont dingues. Donc, vous avez en face de vous, potentiellement, les deux êtres les plus intelligents, si je simplifie là encore et que j'utilise le mot intelligent qui sans doute ne doit pas être adapté, mais au moins par souci pédagogique, tout le monde le comprend. Vous avez les deux animaux qu'on pourrait justifier de plus intelligents sur Terre. Et pourtant, le dauphin, à ce que je sache, il n'a pas créé le jet ski. Il n'a pas trouvé aucun vaccin. Il n'a jamais mis le pied sur la Lune. Et en plus, à son avantage, il n'a pas inventé Netflix. Donc, en fait, si on regarde bien,
Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est le niveau de spécialisation. Le dauphin n'a rien fait de tout ça parce qu'en fait, il est inféodé à un milieu. La petite fille, elle nage, mais pas comme un dauphin. Elle court, mais pas comme un guépard. Elle grimpe, mais pas comme un singe. La petite fille, elle voit sous l'eau, pas comme un dauphin, mais elle voit hors de l'eau. La petite fille, elle peut manger plusieurs choses. Elle est omnivore. Et en fait, c'est cette absence de spécialisation, c'est cette optionnalité qui, alliée à l'intelligence, fait que l'homme peut aller dans le milieu du dauphin et que le dauphin ne peut pas faire le contraire. Le dauphin ne pourra jamais s'inventer un scaphandre où il y a de l'eau de mer dedans pour sortir de l'eau pour venir discuter avec nous. Et cette absence de spécialisation est un avantage dans notre cas. Alors, ce n'est pas un avantage si vous avez un lion qui vous court derrière, mais d'un point de vue évolution, d'un point de vue organisation, d'un point de vue macro, c'en est un. Et vous pouvez comprendre l'antifragilité comme ça. La petite fille peut survivre à beaucoup plus de stress différents que le dauphin pour qu'il, si ses proies ou la température de l'eau change, il n'est peut-être plus là. Ce qui amène, on pourrait amener, si on était un puriste, à couper le monde entre ce qui est non risqué, entre ce qui est risqué et aussi ce qui est totalement inconnu. On ne sait même pas si c'est risqué ou pas. Ça pourrait peut-être absolument risqué. Et se dire, je peux segmenter le monde entre ce qui est fragile, résilient, antifragile et regarder les macro-stratégies qu'il y a derrière. Sont-elles avantageuses ou pas? Et le livre, la première partie du livre aboutit à ça. Mais l'idée, c'est de ne pas être essentialiste. Quand vous voyez un corps humain, vous ne voyez pas qu'un squelette. Vous ne voyez pas que des organes digestifs. Vous ne voyez pas, le corps humain ne peut pas être réduit à ses seuls muscles. Le corps humain est un tout. Et l'organisation ne doit pas être essentialiste. Et c'est là où je commence à dire, attention, quand vous êtes fan de résilience, mais il ne faut pas forcément vouloir que votre entreprise soit résiliente absolument et de partout. Quand Nassim Taleb vous a convaincu avec l'antifragilité et a raison sur des tas d'éléments, ça ne veut pas pour autant dire que votre entreprise doit être antifragile à tous les degrés de l'entreprise. Il faut que le tout soit cohérent. Et c'est là où la subtilité arrive. Et donc, ça m'amène à commencer à dire que ça va aider à une sorte de darwinisme organisationnel. Qu'est-ce qu'on entend par le darwinisme? Le darwinisme, c'est un mélange d'héritage, donc ce qui vous précède. Donc, dans l'organisation, c'est la culture d'entreprise, c'est les grandes victoires ou les grandes inventions de l'entreprise, c'est ces marchés historiques, ces clients historiques, et des variations, parce qu'elle a quand même évolué. Et c'est ce mélange entre héritage et variation, et avec de l'adaptabilité, qui amène à se placer. Donc, il y a des éléments qui sont aussi bien exogènes qu'endogènes, et il y a une sorte d'équilibre à trouver. Dans le darwinisme organisationnel, il n'y a pas de règles. Pour vous le justifier, je vais prendre une métaphore animale. Quand vous regardez la science animale, il y a beaucoup d'experts qui disent « plus on est gros, mieux c'est ». Je m'explique. Dans la plupart des espèces supérieures, dites supérieures, plus vous êtes gros, plus vous avez accès à la ressource, plus vous avez accès à la reproduction, mieux vous protégez vos petits, etc. Donc, comme vos petits vont être mieux protégés, la nature va les sélectionner, les autres vont peut-être périr et pas les vôtres, ce qui va donner une information de continuer à grandir et vous allez commencer à amener à une sorte de tendance. Et donc, vous commencez à avoir des énormes mammifères ou plutôt des gros dinosaures et qui deviennent, plus ils sont gros, plus une fois qu'ils ont passé une certaine période, ils n'ont plus de prédateurs et voilà. L'ennui. Et ça, vous avez cet héritage. Et puis après, vous avez ces variations dont je parlais. Variations, changement de température massif, plus d'eau, météorites, etc. Et là, la nature vous montre que plus on est petit, mieux c'est. Parce qu'en fait, quand on est gros, on a un tel besoin de nourriture que dès qu'il va en manquer, on va en souffrir en premier. Que la déperdition de chaleur est telle qu'on n'a pas beaucoup d'endroits pour la gérer. Peut-être que son corps est bien fait pour gérer la chaleur, mais si elle est extrême, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut se réfugier, soit pour avoir plus chaud, soit pour avoir plus froid. Chose que les petits mammifères, par exemple, dans le cas de notre illustration, sont capables de faire. Une souris, avec quelques grains de riz par jour, elle peut tenir très longtemps. La plupart du temps,
dans la nature, les plus petits sont moins spécialisés, même s'il y en a qui le sont, et donc, ils peuvent davantage s'en sortir. Et donc, en fait, la nature darwinienne est cette balance entre des tendances qui permettent d'avoir une stratégie reproductive et de pérennité davantage intéressante, mais qui poussent à la spécialisation, et parfois des ruptures brutales qui ramènent tout, qui sont le grand reset, en fait, si vous voulez, d'un point de vue naturel. Et ça, c'est un énorme enseignement. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit parfois « too big to fail ». Vous vous rappelez 2008, « too big to fail ». Vous avez des éléphants financiers qui commencent à tomber. Et en fait, avec le degré, et je commence à répondre à une des questions qui était là tout à l'heure, dans le niveau bancaire, en fait, parce que quand on parlait du niveau bancaire, vous avez beaucoup de banques qui se tiennent par la barbichette. Surtout, là, ce n'est pas Internet qui les tient, c'est parfois la même monnaie. Elles sont toutes dépendantes des mêmes currencies. Et donc, quand vous êtes un pays qui ne peut pas battre monnaie et qui est tributaire des banques d'une monnaie qui ne vous appartient pas, c'est un cascading. C'est comme une cyberattaque mondiale qui bloque tous les outils que vous utilisez. Emmanuel, je vois que tu es sur une mute. Tu voulais intervenir? Oui, non, parce qu'il y a une question justement là-dessus. Quelqu'un qui se demande, voilà, les quelques banques américaines là qui ont fait faillite, la banque suisse, le Crédit Suisse, etc. Et on a l'impression que tout le monde dit la même chose que Tchernobyl. Non, mais ça nous concerne pas. Nous, ça va très bien. Effectivement, j'ai entendu le gouverneur de la Banque de France qui disait que nos banques sont très solides. Donc cette espèce de, est-ce qu'on replonge dans le même déni, en fait, on retrouve nos biais cognitifs bien classiques. Qu'en penses-tu? Bon, alors, de toute façon, dès que les gens se prononcent sur des crises actuelles, il y a des biais à tous les étages, aussi bien chez les gens qui s'expriment pour minimiser que les récepteurs qui se disent c'est la fin du monde. Donc là, il y a des biais à tous les étages. Après, dans le cas bancaire, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des crises. J'invite les gens qui sont peu familiers du monde bancaire à regarder ce qui s'est passé en Hollande avec les tulipes à une certaine époque, où des bourgeons de tulipes, non, ça s'appelle des bulbes, excusez-moi, des bulbes de tulipes valaient plus que plusieurs noirs. Je suis sérieux. Et il y a eu un cours, il y a eu une sorte de bulle. Et donc après, avec des effets en cascade. Le crack de 1929, la crise de 2008 nous montre quoi? Ce sont des révélateurs, d'un strict point de vue bancaire, de l'interdépendance. Comment on s'en prémunit? Quand on est un pays, peut-être déjà d'avoir sa propre monnaie, de choisir les taux et le taux d'inflation qu'on met. De ne pas être tributaire alors sans avis politique, je tiens à le préciser parce que ça peut avoir des connotations d'avis politique et ce n'est pas mon cas, mais en fait, si je prends un strict point de vue antifragile, ce que j'ai besoin, c'est de ne pas être dépendant. De ne pas être dépendant et de maîtriser les leviers. Donc, si je n'utilise qu'une monnaie pour laquelle je ne maîtrise pas le cours, c'est comme si je suis obligé de travailler avec Internet ou avec Microsoft, dont, hormis le fait d'acheter la licence, je n'ai aucune vue sur la solidité de l'outil. Est-ce que Microsoft peut se faire pirater et que demain, je n'ai plus jamais Word, Teams, etc. et je ne dépends que d'eux. Il y a d'autres moyens de cristalliser la richesse que par une unique monnaie qui, en plus, est parfois créée ex nihilo. Donc, je pense que le problème financier vient carrément du problème monétaire, avec la création ex nihilo de monnaie, où avec la masse monétaire n'arrête pas de grandir. Mais ça voudrait dire qu'on commence à parler de comment on crée la monnaie. J'ai aucun problème de le faire pendant le jeu des questions-réponses, mais si vous voulez bien, je continue, sinon ça risque de m'emmener un petit peu tard. D'accord? Comme vous l'entendez, je suis un petit peu loquace, donc on va éviter. Et donc, voilà pourquoi je reviens sur le slide d'avant où je vous parlais de ce darwinisme qui allie certaines tendances qui apparaissent et parfois des ruptures brutales. Ces ruptures brutales, Emmanuel l'a évoqué tout à l'heure, parfois on les appelle des signes noirs. Là encore, c'est une théorie
qui nous vient de Nassim Nicolas Taleb, c'est ce concept-là. Pourquoi signe noir? Parce qu'en fait, pendant longtemps, la définition du blanc, c'était blanc comme un signe, parce qu'il n'y a pas de signe noir. On n'en avait jamais vu. Et donc, comme on n'en avait jamais vu, ça veut dire qu'il n'y en avait pas. Jusqu'à ce qu'on en voit. Et donc, lui, il a traduit, il a utilisé cette métaphore pour dire qu'en fait, un signe noir, c'est un événement qui est ultra improbable, voire inconcevable, qui est donc d'une rareté absolue, mais quand il survient, il a un impact massif. Et après coup, on se dit que c'était évident. Et donc, vous avez plein de signes noirs comme ça. Typiquement, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui se trompent en disant le Covid était un signe noir. Non, le Covid, le monde a déjà connu, l'humanité a connu des tas de pandémies. Ce n'est pas un signe noir. Mais la chose qui était totalement inconcevable avant et qui a eu un impact massif et qui maintenant semble, on se dit, c'était évident qu'on allait aller là, alors que ce n'était pas forcément dit, c'est le lockdown universel. Le fait que la plupart des pays aient confiné l'intégralité des gens, donc ce qui a amené à avoir un arrêt total de l'économie et donc une utilisation de la planche à billets, fait que ça, c'est un signe noir, c'était du jamais vu, avec un impact qu'on paye aujourd'hui encore. Et donc, voilà pourquoi il est important de considérer ce concept et que je vous le partage. Mais dans les signes noirs, on voit que les catastrophes. Aussi vrai que mon beau tyrannosaure sur l'écran, n'imaginez pas qu'il se prenne une météorite. Alors, oui, les météorites, il y en a souvent eu sur Terre, mais de mémoire tyrannosaure, on n'avait jamais vu une météorite de plus de 10 km frapper le Nouveau-Mexique, et dont avant qu'elle frappe, elle avait créé la combustion d'une partie du continent, ne serait-ce que par réchauffement de l'air, et qui aurait créé une vague de plus de 50 mètres. Ça, c'est les hypothèses basses. Et donc ça, les signes noirs, ce n'est pas forcément des catastrophes. Regardez, je vous ai mis la photo de la Révolution française. Après plus de 1000 ans de monarchie, il était inconcevable à cette époque-là demander à la fin du XVIe siècle si plus tard, il serait concevable qu'un jour, le peuple prenne le pouvoir et décapite le roi et commence à faire une charte des droits de l'homme. C'était inconcevable. Alors que maintenant, ça semble totalement évident. Et on se dit, comment penser un système de gestion d'un pays sans penser soit à la démocratie, soit à la République? Et maintenant, c'est devenu, ça a eu un impact massif. Tous les autres pays autour ont été impactés. Regardez Internet. Comment imaginer le travail d'aujourd'hui sans Internet? Et pourtant, il y a eu une vie avant Internet. Alors, il y a eu même un rapport où, en fait, un expert français disait que le Minitel était vraiment l'outil qui allait aider à l'économie numérique et que Internet n'avait pas d'avenir économique. Quelqu'un qui a fait un rapport très sérieux dessus. C'est un petit peu trompé. Il n'empêche, hormis cette anecdote, Internet a changé de manière définitive le monde du business et même de la culture. Et donc, c'est un signe noir. Rien ne pouvait préparer à Internet. C'était une invention militaire d'abord, une mise en commun des savoirs militaires. Et donc, les signes noirs, il faut pouvoir les envisager. Et les signes noirs, justement, sont ces grandes ruptures qui amènent parfois les gros systèmes qui fonctionnaient selon des tendances établies par rapport au fonctionnement précédent à revoir leur copie, à disparaître. Et c'est peut-être les petits touche-à-tout qui arrivent à survivre. Et là, on en arrive, une fois ayant dit tout ça, on en arrive à une histoire de multidimension. Je reviens sur mon corps humain, promis, c'est une dernière fois où je fais ces métaphores. Vous voyez des cellules qui en fait composent des tissus, qui composent des organes, qui permettent de faire fonctionner un système. Vous avez une multidimensionnalité. Vous pouvez flinguer le système à diverses échelles, comme vous pouvez bien le faire fonctionner. Si les cellules ne marchent pas, ça peut se ressentir à d'autres échelles. Le cœur peut avoir un problème à son échelle macro, alors qu'au niveau micro, tout a l'air sur le papier de bien fonctionner. Et donc, ça s'appelle le curse by dimension, c'est-à-dire que ce qui marche à une échelle n'est pas forcé de marcher à une autre échelle. Et donc, il est intéressant de ne pas être essentialiste, j'y reviens, de ne pas être absolument pour l'antifragilité, absolument pour la résilience, et peut-être analyser échelle par échelle ce qui est intéressant. Un peu comme je vous l'ai dit, si on prend certains organes, il y en a pour lesquels la fragilité fait sens,
il y en a pour d'autres pour lesquels la résilience fait sens. Et là, j'arrive à ma métaphore militaire. Un corps militaire, c'est composé, une force militaire, c'est composé de plusieurs corps. Vous avez, on va prendre tous les différents aspects du spectre. Vous avez des gradés militaires qui ont fait des écoles militaires, qui ont appris l'art militaire, ça va un peu loin, mais déjà la théorie militaire, ce sont des grands stratèges qui ont étudié ce qui se faisait habituellement et qui conçoivent la stratégie militaire grâce à des schémas appris et qui peuvent se dire, bon, peut-être s'il y a un aléa, je peux faire une modification à la marge, mais on va rester sur des concepts qui sont plutôt stables. Et là, vous avez, dans cette métaphore que j'utilise, les gradés qui peuvent être vus comme ça, les officiers, notamment les généraux. Vous avez dans le spectre fragile le sniper. Le sniper, on ne l'envoie pas n'importe où, n'importe comment. Le sniper, il a besoin de conditions très précises pour pouvoir faire son travail. L'arme qu'il utilise est hyper précise. Il faut qu'elle soit bien nettoyée, bien montée. Il faut que le vent soit là, les conditions soient parfaites. Il ne peut pas aller dans tous les terrains parce que sinon il se ferait repérer. Il a besoin de certaines conditions. Et à l'opposé du spectre, vous avez l'antifragile absolu, la Légion étrangère. Ou si je prends et je caricature, vous prenez des gens capables d'aller aussi bien dans le désert que dans la forêt avec des armes qui sont un peu adaptables de partout. Ils savent travailler, ils savent évoluer dans des théâtres marécageux, dans des théâtres hyper chauds, dans des théâtres hyper froids, dans des missions ou de reconnaissance ou d'autres. Et ça, vous avez entre guillemets des touche-à-tout, des antifragiles. Eux, vous n'avez pas de super spécialisés. Tout le monde, grosso modo, peut remplacer tout le monde et vous avez une force qui est adaptable de partout. Ce sont, entre guillemets, des couteaux suisses de l'armée. Et pourtant, votre corps armé est un corps. L'armée française, on peut comment dire, l'incarner en un seul corps, avec, à différents étages, différentes stratégies. Et c'est ça que je propose pour l'entreprise. Pourquoi ? Parce que l'entreprise peut avoir des lectures stable, métastable ou turbulente du monde. Et elle se dit, face à cette approche, ce paradigme de stabilité du monde, de sa volatilité, j'ai peut-être des stratégies qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Ce qui veut dire, moi, j'ai tel marché, je suis sur tel marché qui est ultra stable, les lois sont déjà là, la technologie n'évolue pas, il n'y a pas de nouveaux entrants, il n'y a pas de problème a priori de changement. Je n'ai aucun intérêt à être antifragile. J'ai plutôt un intérêt à être plutôt fragile, voire résilient, peut-être, si j'ai vraiment envie de me préparer à tout. Cet autre marché ou cet endroit du monde, on commence à voir parfois des petits aléas. Je sais que des aléas peuvent survenir. Peut-être qu'une stratégie résiliente est intéressante. Ça me permet de ne pas trop me couper de l'optimisation qui me permet une rentabilité, mais en même temps de couvrir certains risques, comme ça je pourrais survivre à un aléa. Ou je rentre dans ce marché dans lequel la technologie est totalement instable, il risque d'y avoir des nouveaux entrants, les lois ne sont pas encore votées et sont en train d'être discutées au Parlement européen, elles risquent de tomber et changer radicalement le marché. Là, je suis totalement turbulent. Je ferais mieux de ne pas miser sur l'optimisation, de miser sur l'exploration, de l'échec comme un diplôme, l'optimisation, la culture des options, l'optionnalité. Et comme ça, je pourrais survivre. Et ce qui fait que la même entreprise peut utiliser toutes ces stratégies à différents niveaux et à différentes échelles. Ayant dit ça, j'ai conscience qu'après à peu près 1 heure d'écoute, vous puissiez vous dire ce qu'il me dit, c'est du chinois. Ce qu'il me dit, c'est de l'égyptologie. Et je le comprends. Et je me suis cassé la tête, comme vous, avec ces concepts, pour essayer de les appliquer au mieux à la gestion de crise. Et donc, tout ça dans cet ouvrage, après, une fois qu'on a parlé de tout ça, une fois qu'on a parlé dans l'ouvrage de tous ces éléments-là, l'ouvrage donc que je rends une nouvelle fois hommage à mon co-auteur, une fois qu'on a écrit tout ça, on s'est dit, maintenant, comment on l'applique dans l'entreprise ? Si j'ai besoin, dans tel marché, dans tel endroit du monde, dans tel contexte, dans telle équipe,
d'appliquer de la résilience ou de l'antifragilité, concrètement, je fais quoi? Et c'est là où l'ouvrage propose à 4 échelles différentes, individuelles, équipe, entité ou département, et puis à la fin, l'entreprise dans son ensemble, de se dire comment je pourrais traduire ces qualités-là de manière concrète. Typiquement, à l'échelle individuelle, je veux être résilient. Bah d'abord, ce qu'il faut, c'est que j'augmente mon temps de travail. Ça, on le fait tous. J'ai besoin de travailler, j'ai un choc, j'ai une turbulence, je dois encaisser, je dois travailler plus. Qu'est-ce que je fais? Je travaille entre midi et 2, je prends mon sandwich en travaillant sur mon ordinateur. Je suis déjà en train d'être résilient. Je trouve des moyens là où il n'y en a pas, ou d'habitude, je n'en mets pas. Et puis, je réajuste mes priorités. Ça, je le mets en priorité 3. Tant pis, mon chef m'a demandé ça. C'est hyper urgent. Ça nous tombe sur le coin de la figure. Tout le reste, ça attendra un peu. Capacité de renouvellement. Moi, je ne suis pas très créatif, mais je sais que Gilbert, c'est un collègue. Il a toujours des idées. Je me débrouille avec mon réseau. Je vais aller le voir. Il va me proposer des idées. Puis, je vais collecter autour de ça. Et puis, je fais appel à ma mémoire en me disant la prochaine fois que je dois affronter ça, je me rappellerai de ci, de ça. C'est comme ça qu'on fonctionne lorsqu'on est un petit peu résilient à titre personnel. Maintenant, d'un strict point de vue antifragile, je suis dans une situation un petit peu différente au niveau individuel. J'ai besoin d'être antifragile. Qu'est-ce que je fais déjà? J'essaie de parler plusieurs langues. Parler plusieurs langues, c'est pas seulement parler le grec ancien ou le thaï, c'est parler la langue des financiers, c'est parler la langue des informaticiens, c'est parler la langue des grands managers comme parler la langue des opérateurs. Ça compte autant. Faut ouvrir, j'ouvre mes chakras. J'essaie d'être pluricompétent. Moi qui suis à l'aise avec le discours et le verbe, peut-être que maintenant je vais m'intéresser aux données et être plus à l'aise avec les tableaux croisés dynamiques, les Power BI, etc. Et je maîtrise les savoir-faire anciens. Je vais voir comment les gens travaillaient avant moi, papier-crayon, autrement, ceux qui connaissaient les processus dans le fond, avant qu'ils soient trop compliqués, qui savent ce qui est important et comment les chanter. Je me renseigne. J'essaie d'avoir plusieurs sources de revenus, parce que moi, à titre individuel, si je suis depuis 25 ans employé chez mon employeur ou dans lequel j'ai jamais eu à me remettre en question et que du jour au lendemain, mon employeur me dit au revoir, est-ce que j'arriverai à me remettre sur le marché du travail, à trouver quelque chose? Peut-être multiplier des sources de revenus peut me permettre de m'ouvrir à d'autres choses et puis d'avoir un matelas en cas de pépin pour me consacrer davantage à cette autre activité. C'est pour ça que vous voyez des tas de gens qui sont à la fois coach et employés, etc. Et donc ça, c'est un fonctionnement antifragile et j'explore. Comment j'explore? Quand il y a des projets dans lesquels j'y connais rien, j'y vais. Quand on demande des volontaires et c'est quelque chose vers l'inconnu, j'y vais. Parce que je me dis, je vais peut-être me planter, ça va peut-être pas me coûter ma carrière et j'aurai appris beaucoup. À l'échelle de l'équipe, on peut proposer aussi ces stratégies-là. À l'échelle de l'équipe, mais elles sont un petit peu différentes. À l'échelle de l'équipe, si j'ai besoin d'être résilient, parce que on est dans un contexte métastable, mon équipe, dans ce cas-là, elle va réajuster ses priorités assez naturellement dans un contexte résilient. Où on va dire à l'équipe, bon les gars, on arrête de faire ci, on arrête de faire ça, on se concentre sur cette action. Et puis on augmente le temps de travail effectif. Alors comment on fait? On augmente le temps de travail effectif. Vous avez toutes les réunions qui ne servent à rien. Je sais que je dis quelque chose que personne ne connaît. Personne n'a jamais connu ces réunions qui n'ont pas forcément d'intérêt. Il n'empêche, elles existent. Et comme par hasard, ces réunions disparaissent d'elles-mêmes. Et on a des réunions qui apparaissent, qui sont uniquement centrées sur la résolution du problème. Et donc, ça se fait. Utilisation des contacts des membres de l'équipe. On a toujours des gens qui disent « Ah, toi, tu ne connais pas quelqu'un qui est dans l'équipe industrielle ou dans l'équipe marketing qui pourrait nous aider ?» Ou « C'est pas toi dont le mari travaille dans telle entreprise, il a déjà vu ça, est-ce qu'il pourrait nous aider ?» Et là, on commence en fait à utiliser les moyens extérieurs à l'entreprise à notre micro-échelle de petite équipe. On a recours à l'intelligence collective. C'est là où on commence à avoir ces sessions de créativité dans lesquelles on se dit il faut trouver quelque chose, là on n'en a pas. C'est là où, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une culture du profil que je vais aborder avec l'antifragilité. D'abord, sachez que les frontières que j'ai mises là entre les deux sont des frontières ultra poreuses. Il ne faut pas être essentialiste, je ne répéterai jamais assez. Et en fait,
on a un leadership qui commence à changer. On est face à la difficulté, on est face à un aléa, on sait pas, on a un peu de moyens, on ne sait pas comment le faire. Comme par hasard, le leadership va être un peu plus adapté, un peu plus sujet à laisser exprimer de la créativité et de l'innovation. Vous avez après… Ah, Emmanuel, je t'en prie. Non, Raphaël, je me permets de te signaler qu'on a déjà beaucoup dépassé le temps de parole, si je puis dire, qui était prévu d'une heure. Ah bah, je peux terminer maintenant, si tu veux. Oui, non, mais c'est pas forcément ça, mais peut-être résumer ou donner un grand conseil d'antifragilité à l'échelle de l'entreprise, ou tu n'allais pas parler de l'entreprise parce que c'est dans le bouquin, à l'échelle de l'organisation, mais deux mots de conclusion parce qu'on est… Alors, désolé, je suis très loquace. Je reviens sur ce slide-là. Il ne faut pas… Alors, vous avez compris que dans le livre, on aborde ça à tous les niveaux et on donne des conseils un peu plus pratico-pratiques pour se dire, moi, je suis patron d'entreprise, j'ai besoin en ce moment d'être plutôt antifragile dans tel secteur, je commence par quoi? On essaie de répondre à cette question-là. Je rappelle, il ne faut pas être essentialiste. Et l'entreprise, nous, on propose une mosaïque organisationnelle, une mosaïque pérenne. À tel endroit, c'est pas mal d'être antifragile, mais à l'échelle de l'équipe, mais peut-être qu'à l'échelle du département, c'est pas mal d'être résilient. Et il n'y a aucun problème avec ça. Au contraire, votre corps fonctionne comme ça. Et donc, en fait, il ne faut pas être essentialiste, je ne le dirai jamais assez, et maîtriser ces concepts et choisir, en fonction de la turbulence aux différents niveaux, comment on veut être pour survivre. Je terminerai avec ce slide-là. Je vous disais au début, avec le premier slide du dinosaure et du mammifère, on voit des stratégies apparaître. Puis on va se dire, théoriquement, c'est le dinosaure qui a perdu. Il était gros, il était costaud, il a disparu. Et les petits mammifères qui n'étaient jamais très gros du temps des dinosaures, les plus gros étaient la taille d'un chien, ont perduré. Ils étaient plus poussés à être, optionnels, avec une grande charge d'optionnalité, souvent omnivores, capables de nager, de monter aux arbres, etc. Et eux, ils ont perduré. Oui et non. Parce que les dinosaures, les héritiers des dinosaures sont les oiseaux. Et ils nous ouvrent, et cette conception, on les appelle les dinosaures aviaires. Les dinosaures d'avant étaient les dinosaures non aviaires. Ça nous offre, là encore, une autre analyse des perspectives. Donc, l'idée étant ici, ne soyons pas essentialistes avec des métaphores trop crues, trop brutales, et choisissons avec parcimonie et intelligence où est-ce qu'on veut être antifragile, fragile et résilient, parce qu'il n'y en a aucune des trois qui est bonne ou mauvaise. Ça dépend de l'échelle, ça dépend de la dimension, ça dépend du contexte. J'ai terminé, Emmanuel. Eh bien, écoute, merci beaucoup, c'était passionnant, comme à chaque fois qu'on t'écoute. Et ça ouvre quand même les chakras sur les nouvelles manières d'aborder éventuellement la gestion de crise. Donc, j'espère que vous avez tous apprécié. Il y avait des questions qui ont été finalement traitées au fil de l'eau et des commentaires. Donc, voilà, évidemment, la crise financière qui arrive. Ça interroge quand même tout le monde. Et puis, des gens qui se sont sentis quand même très concernés par ce que tu disais. Et effectivement, Alexandra qui disait, oui, mais alors financer les redondances, c'est pour ça que ça répond complètement, enfin, tu viens juste de répondre à ça. Choisir l'endroit où on va être fragile, choisir l'endroit de la résilience, choisir l'endroit de l'antifragilité. Et j'ai bien aimé ce que tu dis sur le Covid, le Covid n'était pas un signe noir, ce qui était un signe noir, c'était le confinement. Et souvent, on se trompe d'angle, c'est toujours très intéressant de remettre les concepts dans le bon ordre. Alors, il y a des nouveaux messages. Alexandra qui dit quelle est sa réponse, voilà. Ah oui, il y a, je sais pas qui s'appelle, enfin, peu importe, je pense pas qu'il ait forcément envie d'être nommé, qui dit un truc très intéressant. Et ça, j'avoue que il y a un troisième concept de Nassim Taleb que tu n'as pas encore abordé, qui est celui de skin in the game. Ouais. Voilà. Et comment est-ce que ça pourrait être appliqué dans les processus? Emmanuel. Voilà, c'est Emmanuel Rapin. Salut Emmanuel. Et donc, l'idée, vous n'avez pas forcément tous lu ce bouquin de Nassim Taleb, ce énième bouquin, mais je trouve que c'est absolument passionnant parce que moi, je le vis tous les jours dans la gestion de crise. Vous n'avez pas les mêmes patrons, en fait.
en face. Et quand vous avez quelqu'un qui finalement est un gestionnaire ou un grand fonctionnaire, même si c'est un haut fonctionnaire, et qui va passer d'un truc à l'autre avec un parachute doré à l'entrée, un parachute doré à la sortie, eh ben, c'est pas le même comportement que quand c'est une boîte éponyme et que ça fait 3 générations qu'ils ont l'entreprise, ou que c'est une boîte qui appartient à quelqu'un qui l'a créée et qui en est aujourd'hui le président. Et ben, en gestion de crise, c'est pas du tout les mêmes comportements en termes d'intégration de ce qu'il faut faire et de courage, en fait, essentiellement. Et cette notion-là, elle est hyper importante également. Alors, Et donc, si je peux me permettre, dans l'ouvrage, on l'aborde indirectement sans mettre le nom, parce que Skin in the Game, c'est plutôt une relation à la responsabilité. Et en fait, on en parle lorsqu'on parle de l'actionnariat par rapport à la pérennité, en disant que parfois, les entreprises de très grande taille avec des énormes actionnariats, on s'aperçoit que l'actionnariat, parfois, va à l'encontre de la pérennité. Pourquoi? Parce que quand vous avez des hedge funds et des capitaux risqueurs qui sont dans les actionnariats des très grandes entreprises, eux, leur intérêt, c'est de partir dans 4 ans. Ils arrivent, ils demandent une rentabilité à tant de % avant de partir. Et ça, ils le donnent en objectif au CEO de l'entreprise. Ce qui amène parfois des CEO à devoir tronçonner ou à devoir rendre rentable sur une très courte période l'entreprise, quitte à la rendre très handicapée pour l'avenir. Alors que, et c'est là où on rejoint Skin in the Game, alors que lorsque vous avez une petite entreprise où le fondateur est le CEO et il possède toutes les parts avec lui, son beau-frère et peut-être 2 ou 3 employés, lui, il va donner sa vie pour que l'entreprise perdure. Donc, l'intérêt de l'actionnaire, c'est la pérennité. Quand vous dépassez une taille critique et que vous avez surtout des hedge funds et des capitaux risqueurs, ou etc., vous avez des entités pour lesquelles la pérennité n'est absolument pas dans l'équation. Ils sont là dans les 5 années qui vont arriver, comment je peux avoir un retour sur investissement et comment elle peut avoir une bonne actualité financière ou une bonne actualité boursière pour les cas des CAC. Et donc, c'est là où on rejoint le concept de skin in the game, mais je ne suis pas vraiment allé beaucoup plus loin parce qu'en fait, c'est plutôt un état d'esprit managérial et que moi, là, j'ai essayé de travailler sur des leviers de gestion ou des leviers de vision du monde. Oui, on n'est pas au même endroit, mais ça fait une différence majeure quand la crise est là. Exact. Ok, bah écoute, il n'y a plus d'autres questions. Ah bah il y a. Oui, j'avais un slide. Il y a Lisa qui nous a projeté dans la slide suivante. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été là. Encore désolé, Raphaël était bloqué. Donc, vous le savez, j'imagine que vous en avez parlé au début. Espérons que pour la prochaine conférence qui est... tu as la date, Lisa, parce qu'elle n'est pas là-dessus. Dans 3 semaines. 18 avril, voilà. Espérons que le 18 avril, les trains vont rouler et que de toute façon, Sabine habite Paris. Donc voilà, on va faire quelque chose en présentiel. On va enfin se voir et boire un coup et voilà. Donc prochaine conférence, le titre est très intriguant. C'est voulu. Comment le sauvetage du Takae nous inspire pour enrichir notre conduite de crise. Et donc Sabine est un animal très particulier qui est à la fois avocate, éthologue, donc à la science du comportement des animaux, et photographe. Et elle a beaucoup de choses absolument passionnantes à nous apprendre de la combinaison de son métier d'éthologue et de photographe sur la gestion de crise. Donc, vous verrez, ça va être très amusant. Alors, il y aura, comme avec Raphaël, pas mal de photos d'animaux, mais ça va nous ouvrir les chakras. Donc, merci beaucoup, beaucoup, Raphaël, d'avoir été là ce soir. Toujours aussi sympa. Viens nous voir pour la prochaine conférence, comme ça les gens pourront te voir en vrai. Je ne sais pas ce qu'on va faire de toutes tes dizaines de bouquins qui sont au bureau, qui étaient prévus pour être distribués ce soir. En tout cas, vous savez où joindre Raphaël, vous savez où acheter son livre, donc n'hésitez pas et puis à très bientôt et bonne soirée. Et merci Lisa d'avoir fait l'intérim et l'intro. Très, très sympa. Voilà. Une vocation est née. Bonne soirée, merci encore. Bonne soirée. Merci Raphaël. Bonne soirée.